Vous avez le droit de chercher. Chacun a le droit de posséder des biens. Chacun a le droit. Vous avez le droit de donner votre opinion sans lier personne à la possession à la raison. Imaginez-vous comme réfugié loin de chez vous. C'est ce qui est arrivé à Bintou et à sa famille qui ont fui la guerre du Mali. En fin de compte, je suis ici, en plein brousse, un désert où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de maison où vivre. Vous voyez, c'est triste. Une histoire peu connue, un groupe de 20 Algériens fut expulsé de la France et déposé sur le tarmac de l'aéroport de Ouagadougou. 20 ans après, certains sont toujours au Burkina. J'ai besoin de revoir mon pays. J'ai envie de respirer l'air, n'est-ce pas? Ces deux reportages, un micro-trottoir, un débat. Voici le sommaire de votre émission Ma vie, mes droits, présentée par Bakary Ouattara. Bonjour, bienvenue à votre émission Ma vie, mes droits. Une émission essentiellement consacrée à la promotion des droits humains. Pour ce numéro-ci, nous allons parler des réfugiés. Eh bien, quels sont les différents droits que leur confèrent les textes nationaux et internationaux? C'est de cela qu'il s'agira au cours de cette émission. Avec moi sur ce plateau, M. Ibrahima Koli, il est le représentant au Burkina Faso du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Mais avant l'entretien avec M. Koli, Londres, la capitale britannique, a abrité les derniers Jeux olympiques. Eh bien, à l'occasion, plusieurs athlètes africains ont profité pour disparaître dans la nature, prétextant des conditions économiques difficiles dans leurs pays respectifs. Alors, peut-on les considérer comme des réfugiés ou tout simplement ont-ils profité d'une occasion? Nous avons demandé l'avis de quelques Ouagalais que je vous propose dans ce micro-trottoir. Quand les gens gagnent une occasion de sortir, aller vers l'Europe, bon, ils préfèrent tout faire pour rester là, même si ça va chauffer, après ça va s'arranger, plutôt que de revenir dans le pays ici et vivre dans la misère. Si un pays te fait sortir et tu vas déserter dans un autre pays, je peux dire que tu es réfugié. Si tu n'as pas bien préparé le terrain, tu ne connais pas des gens là-bas, tu vas souffrir un temps avant de te retrouver. Ils ont profité d'une situation parce que c'est le sport qui les a amenés. Donc si le sport les a amenés, ils sont en devoir de faire leur sport, d'accomplir leur devoir de sport et de revenir. Puisque ce ne sont pas des réfugiés, mais ce sont des profiteurs. Si on les a fait confiance, il faut revenir, même si ça ne va pas, il faut venir, on va se battre ensemble. Hein. Il faudrait qu'on relativise parce que je me dis que nos sportifs là, ils ne sont pas prêts. Bon, d'abord, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Si tu es africain, il faut rester africain. Ce n'est pas la peine d'aller dans le pays de quelqu'un et puis aller fuir. Moi, je les encourage. Je les encourage. Ils ont eu l'idée même de fuir. C'est bien. Puis c'est bon. Dans les conditions où ils s'entraînaient ici, s'ils sont arrivés là-bas, s'ils prouvent que, s'ils voient qu'arriver devant, ils peuvent mieux faire, c'est mieux pour eux. Réfugiés ou exilés, retour sur ce plateau avec mon invité, M. Ibrahima Koli. Vous êtes, encore une fois, je le rappelle, le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés au Burkina Faso. Alors, M. Koli, en un mot, un réfugié, c'est qui? Un réfugié est régi par les conventions internationales, surtout la Convention de Genève et la Convention de l'Union africaine. Un réfugié, pour me résumer, c'est une personne qui, suite à une persécution ou à une insécurité généralisée à laquelle son État ne peut plus le protéger, se retrouve dans un pays d'asile. Quand je parle de persécution, je parle des persécutions d'ordre religieux, d'ordre ethnique ou d'ordre social. Et à ce moment, quand il traverse son pays et va sur un pays d'asile, il devient d'abord un requérant d'asile avant d'être réfugié parce que le statut de réfugié est donné par l'État qui le reçoit après plusieurs interviews. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée justement de l'ampleur de ce statut de réfugié? Quelques chiffres, si possible? Des chiffres aujourd'hui, puisque nous parlons de la crise malienne, il faut en parler. Nous avons plus de 200 000 réfugiés qui sont sortis et qui sont enregistrés avec le HCR. Cependant, nous avons les déplacés internes qui sont à l'intérieur du Mali, qui ne sont pas réfugiés, mais qui sont appelés déplacés internes. Est-ce qu'on peut avoir une idée justement des zones
justement, où il y a un peu plus de réfugiés sur le continent africain? Sur le continent africain, aujourd'hui, nous parlons de la crise malienne, oui. Nous parlons du Soudan, nous parlons du Tchad, nous parlons du Congo démocratique. Donc ce sont là des zones où on retrouve assez de réfugiés. Alors s'agissant justement des réfugiés, tout à l'heure dans le micro-trottoir, on a vu que certains citoyens eux-mêmes avaient du mal à définir réfugiés et asile. Dites-nous un mot là-dessus. Il faut d'abord être requérant d'asile, quelqu'un qui demande l'asile. Et c'est seulement quand le pays qui vous reçoit, à travers ces structures qui déterminent le statut, à ce moment, il pourrait vous accorder le statut de réfugié, comme il peut vous refuser le statut de réfugié. Et cela se fait en fonction justement des textes en vigueur dans les pays respectifs. On a, je dirais, 3 instruments fondamentaux. Le premier instrument, c'est la Convention de Genève de 1951. Il y a la Convention de l'Union africaine de 1969. Et il y a maintenant les lois et textes du pays d'asile. Alors, M. Colli, le déclenchement de la crise dans le nord du Mali a engendré donc l'arrivée massive de réfugiés dans le nord du Burkina Faso. Dès les premières heures justement de leur arrivée, notre équipe de reportage est allée les rencontrer. Voici le reportage. Ils sont maliens et la rébellion armée dans le nord de leur pays a fait d'eux des réfugiés dans la ville de Djibo, au nord du Burkina Faso. Une fois la frontière franchie, ils arrivent ici et à ce jour, sur ce site, on dénombre plus de 600 réfugiés maliens. Il y a des gens de la région de Mopti, il y a des gens de la région de Gao, on est de différentes régions. On a été accueillis par les autorités burkinabées, précisément la gendarmerie, la police. Ils nous ont installés. Et on est ici maintenant. La spontanéité avec laquelle ce camp a vu le jour fait malheureusement qu'il est dépourvu de tout. Donc nous sommes sans abri, on vit sous les arbres, sous le soleil, le vent, la soif, la faim. Vous voyez, et même il y a eu des gens qui sont venus sans habit. Heureusement, il y a la solidarité entre nous. Sur le site de Djibo, ils attendent d'être recensés par l'antenne nationale du Haut Commissariat pour les réfugiés afin de bénéficier du statut de réfugiés au Burkina. Vous savez ce que je dois ressentir si vous vous mettez à ma place. Et une étudiante, je viens juste d'avoir mon bac. Je dois commencer l'université cette année. Et bientôt, je dois réaliser mon rêve. Et si je dois devenir quelqu'un soit ministre ou pas, tout cela. Vous voyez, j'ai beaucoup de projets, mais en fin de compte, je suis ici, en plein brousse, un désert, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de maison où vivre. Vous voyez, c'est triste. On ne peut même pas créer une vie. Tu ne peux pas avoir une bonne carrière. Tes enfants ne peuvent pas avoir une bonne éducation. On veut la paix. On en a marre de ce conflit. Un reportage réalisé aux premières heures donc, de leur arrivée sur le territoire burkinabé. Monsieur Colli, comment le HCR met-il en place son mécanisme d'intervention dans des zones comme celle qu'on vient de voir dans le nord du Burkina? Je dois vous dire d'abord que le HCR intervient dans un pays à la demande du pays et le HCR vient appuyer les structures gouvernementales dans la réponse aux besoins des réfugiés. Ce qui s'est passé, c'est des cas malheureusement fréquents où un nombre très important de réfugiés affluent dans un pays d'asile et rend la situation beaucoup plus difficile à gérer, à maîtriser et mieux comment il faut les assister. Alors ce qui s'est passé sur le reportage, c'est des gens qui viennent nouvellement d'arriver. On a besoin de les enregistrer par rapport à un principe très simple et ensuite après ça nous donne une idée de combien ils sont et à ce moment, l'aide pourra les parvenir. Alors, au jour d'aujourd'hui, quels sont vos domaines d'intervention sur ces sites de réfugiés dans le nord du Burkina? Alors, jusqu'à maintenant, nous sommes dans 5 axes de priorité qui sont souvent appelés des activités pour sauver des vies. Sauver des vies, ça veut dire qu'il faut les protéger, il faut leur donner un abri, il faut leur donner de la nourriture, il faut leur donner de l'eau et avec une hygiène acceptable et il faut leur donner la santé.
Ces 5 axes sont des axes pour sauver la vie. Après, maintenant, quand la situation sera stabilisée et basée sur les ressources dont nous disposons, et mais aussi que l'État qui les accueille dispose, nous allons aller dans les domaines les plus, dans les domaines sociaux, par exemple l'éducation, par exemple la formation, par exemple aider ceux qui ont déjà une qualification à pouvoir exercer leur qualification, etc. Une intervention, malheureusement, qui n'empêche pas de temps en temps quelques grincements des dents au niveau des réfugiés. Ça veut dire qu'il y a des difficultés de terrain. Il y a des difficultés de terrain qu'on ne peut pas nier, parce que quand vous recevez des milliers de personnes en même temps, il est évident que si vous allez avec ces 5 priorités, il y a des gens qui ont des besoins que vous ne couvrez pas. Et ces besoins-là, évidemment, ne sont pas toujours identifiés dès le départ. Dès le départ, il est difficile de les identifier, à moins que ça soit des besoins apparents. Par exemple, si vous voyez quelqu'un qui est handicapé, si vous voyez une personne très âgée qui a du mal à se déplacer, oui, les équipes prendront soin de ces gens. Mais par contre, il y a des gens qui sont là, qui ont des besoins spécifiques, qui ne se feront savoir que plus tard. Alors, justement, avant votre intervention, vous êtes allé sur le terrain en compagnie d'une dame qui est ambassadrice de bonne volonté du HCR. C'est Mme Barbara Hendricks. De passage au Burkina Faso, elle est allée sur ces sites. Voici le reportage. Tous les réfugiés, nous vous souhaitons la bienvenue à Damba. Malgré vos occupations et votre calendrier très chargé, vous avez tenu personnellement à être parmi nous pour voir nos conditions de vie à Damba. Excellence, merci. Thank you. Al-Khair Jane. Bismillah, shukran. Ce n'est pas le premier camp de réfugiés que j'ai visité. Moi, je fais ça depuis 25 ans. Et j'ai l'habitude de parler avec les réfugiés. Le sentiment, c'est que partout dans le monde, les gens ont besoin, ont des mêmes envies. Le pouvoir de vivre en dignité, d'avoir une sécurité pour leurs enfants, de pouvoir les envoyer à l'école. Les mères sont les mêmes partout dans le monde. Et ce que j'ai senti aujourd'hui, c'était exactement la même chose que depuis 25 ans, j'ai pu sentir en visitant des camps de réfugiés en Cambodge, aussi en Afrique du Sud, qui est un peu partout dans le monde. Mais aujourd'hui, on a un problème où s'il n'y a pas tant de morts, ou un fléau qui est extraordinaire, les médias ne s'intéressent pas du tout. Ils ne sont pas arrivés blessés, affamés, mais quand même ils ont des besoins. Et je vais essayer de mettre le voir quelque part dans toutes les autres choses dont la presse s'intéresse aujourd'hui. Barbara Hendricks, ambassadrice de bonne volonté du HCR, marraine de l'édition 2012 du festival Ciné Droit Libre. Eh bien, pour cette visite, M. Colli, vous étiez de la délégation. Première réaction par rapport à ce reportage? Je suis très touché par le sentiment qu'elle exprime par rapport aux réfugiés, qui est en fait la raison pour laquelle cette organisation, le HCR, est créée. Il faut répondre aux besoins des réfugiés, mais on a besoin aussi du support de personnes, qu'elles soient morales ou autres, de journalistes, d'hommes politiques pour supporter ce mandat. Alors, Barbara Hendricks est bien connue dans le milieu musical. On se demande bien comment un organisme comme le HCR choisit ses ambassadeurs de bonne volonté. Un ambassadeur de bonne volonté, c'est une personne qui est choisie par rapport, je dirais, à la portée de sa voix. Je ne dis pas la voix musicale, mais l'impact de ses activités par rapport à la population, je dirais, mondiale. Et Barbara, aujourd'hui, elle est très suivie, elle a une audience, elle a une portée de voix assez importante et elle est bien écoutée. Donc, c'est des gens qui ont ce profil qui très souvent peuvent être choisis pour être ambassadeurs. Des personnes qui ont une certaine notoriété dans leur domaine d'activité. D'activité, mais aussi avec le peuple, avec la population. Il y en a qui font des miracles, mais qui sont très mal connus. Par contre, il y en a qui ont les deux et qui se font entendre. Alors, aujourd'hui, un ambassadeur de volonté, ses actions peuvent-elles faire face justement à cette critique récurrente faite aux hommes des médias qui ne s'intéressent aux réfugiés que lorsque ça ne va pas sur les différents sites? Si nous prenons le cas des réfugiés maliens aujourd'hui,
Et jusqu'à maintenant, nous remarquons par exemple que sur peut-être 10 ou 15 émissions, on va parler de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du Mali, que ce soit le sud ou le nord du Mali. Et très rarement, on va parler de la conséquence humanitaire que ce conflit est en train de créer et continue de créer en déversant les populations innocentes dans des pays d'asile. Et ces populations innocentes, très souvent, trouvent une condition très difficile dans les pays où on les reçoit. Heureusement, aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui a sa tradition d'hospitalité, qui a sa générosité et qui a permis, comme ce réfugié l'a dit, qu'ils étaient très bien reçus par les autorités burkinabées. Le Burkina Faso, terre d'hospitalité, eh bien, il y a quelques années, des Français d'origine algérienne ont été débarqués au Burkina Faso. Plusieurs années après, certains manifestent toujours de repartir en France. On les appelle les réfugiés de Folombré. De quoi s'agit-il? Je vous invite à suivre ce reportage réalisé sur ces quelques Français d'origine algérienne qui restent encore au Burkina Faso. Lorsque le 30 août 1994, Saker Omar débarquait à l'aéroport international de Ouagadougou, il était loin d'imaginer qu'il passerait 18 années de sa vie au Burkina Faso. Algérien, militant du Front islamique du Salut, vivant à Paris en France, lui et 20 autres de ses compatriotes avaient été expulsés par le ministère français de l'Intérieur. La journée qui nous a amenés au Burkina Faso, c'était un 31 août 1994. On était en train de prier le matin et puis on a eu une irruption de centaines de forces de l'ordre françaises. Il y avait des policiers, des gendarmes, un peu de tout, qui nous ont carrément saucissonnés. On avait 2 policiers pour chaque Algérien et qui nous ont ordonné de rapidement faire nos valises. À 17h30, si je me souviens bien, 17h30, on avait atterri à Ouagadougou. On ne savait même pas où on allait atterrir d'abord. Moi, le premier, quand on m'a dit Burkina Faso, je ne savais même pas où ça se trouvait. Parmi ces expulsés, un avocat qui, à l'époque, en France, avait décidé de défendre les leaders du Front islamique du Salut incarcérés en Algérie. Je m'appelle Ahmed Simouzrag, de nationalité algérienne. Je suis âgé de 69 ans et je suis au Burkina Faso depuis bientôt 18 ans, expulsé, déporté si vous voulez. J'ai été expulsé de France, malgré son caractère illégal, parce qu'on ne doit pas expulser quelqu'un pour ses opinions. Il n'y a pas de délit d'opinion. Moi, j'ai été expulsé pour mes opinions. Je suis victime d'injustice, victime d'arbitraire. Je suis assigné à résidence. Vous avez vu l'assignation à résidence. Il y a des gardes devant la porte. Ils sont deux militaires. Et cela dure 24 sur 24 depuis maintenant 18 ans. Voilà. Voilà, donc depuis environ 15 ans que j'ai cette photo. Je la mets toujours à côté de mon lit. Dans ma tête, ils sont toujours restés comme ça, ils n'ont pas grandi. Je ne sais pas si j'ai encore admis le fait qu'ils aient grandi. Voilà, il faudrait que j'invente une fiction pour remonter le temps et puis revenir à cette époque. Voilà. Le pays des droits de l'homme et des libertés, de la liberté d'expression et la liberté d'opinion, etc., etc., etc. Ça fait quand même 18 ans que je n'ai pas vu mon pays, plutôt 20 ans parce que quand j'étais en France,
j'étais déjà... Je n'avais pas vu l'Algérie depuis 2 ans, plus 18 ans, ça fait 20 ans que je n'ai pas vu l'Algérie. J'ai besoin de revoir mon pays, j'ai envie de respirer l'air, n'est-ce pas? L'air frais de l'Algérie, de voir la maison où je suis né, n'est-ce pas? Et les voisins, et les amis, et la famille, le paysage, les arbres, les rivières, la mer, n'est-ce pas, les montagnes que je connais, où je faisais de la chasse, tout ça, ça me manque. Les expulsés de Foulambray, le sujet à l'époque avait défrayé la chronique. Alors, M. Colly, comment peut-on la définir? Est-ce qu'on peut avoir une définition claire et nette de réfugiés, demandeurs d'asile et expulsés? Bon, tout dépend de la décision prise et qui a milité à l'expulsion. Est-ce qu'ils sont citoyens du pays qui les a expulsés? Est-ce qu'ils ne sont pas citoyens de ce pays? S'ils ne sont pas citoyens de ce pays, ils retombent, s'ils ne sont pas considérés réfugiés, ils retombent dans la catégorie de la migration. Et la migration est régie dans chaque pays par rapport aux lois de ces pays. D'après le reportage, il me semblerait que pour eux, ils avaient le droit de résider en France, mais ils ne sont pas français. Qu'est-ce qui s'est passé entre leur premier séjour jusqu'au jour de l'expulsion? C'est une grande question que je me pose. S'ils étaient reconnus comme réfugiés, ça serait peut-être une atteinte à ce moment aux droits internationaux. Cependant, être réfugié ne vous met pas au-dessus des lois du pays d'asile. Donc c'est une question que je me pose et quelle est la raison pour laquelle ils ont été expulsés. Alors, est-ce que le HCR, en pareille circonstance, intervient? Nous n'intervenons pas en demandant aux gens est-ce que vous voulez être réfugié ou pas. Et de deux, le statut de réfugié est donné par le pays d'asile. Cependant, nous sommes, par rapport aux conventions, par rapport aux règles qui gouvernent le statut de réfugié, nous pourrons donner un avis d'expert aux autorités gouvernementales, à tous ceux qui vont décider sur le statut du cas qui est devant eux. Mais seulement un avis. Seulement un avis. Alors, est-ce que dans les différents pays, les politiques prennent les décisions qu'il faut pour protéger les réfugiés? Je dirais qu'en général, oui. C'est pourquoi d'ailleurs on a autant de réfugiés à travers le monde, c'est parce que les États qui les ont accueillis leur ont donné ce statut. Cependant, il faut reconnaître que certains cas, peut-être par manque d'informations suffisantes, peut-être par le fait que le réfugié n'a pas pu vraiment présenter son cas pour qu'il reflète la raison pour laquelle il est venu chercher asile, certains cas sont rejetés. Et quand les cas sont rejetés, il y a deux possibilités. Soit la personne pourra, si les conditions qui l'ont fait quitter son pays ne sont plus là, pourra certainement chercher à retourner. Mais s'il ne peut pas retourner et qu'il s'adresse au HCR, je dis bien qu'il s'adresse au HCR, à ce moment, nous allons réétudier son cas et à ce moment, on pourra soit le prendre en charge ou ne pas le prendre en charge. Alors, un pays comme le Burkina Faso accueille sur son sol plusieurs types de réfugiés. Qu'est-ce que les internautes pensent justement du fait que le Burkina Faso accueille tout type de réfugiés? Est-ce que c'est sage de la part du gouvernement burkinabé? Une question que nous avons posée aux internautes. Voici tout de suite leur réaction. Josias pense qu'il faut exercer l'hospitalité quand bien même des Burkinabés sont victimes de discrimination à l'étranger. Le Burkinabé a toujours été différent des autres peuples de par son ardeur au travail, son intégrité, son honnêteté, son sens de la responsabilité. Abdul Karim Zoungarana, quant à lui, croit qu'accorder l'asile est d'abord un acte divin, puis humain et enfin politique. Nous devons pour cela accepter et soutenir ceux qui sont dans le besoin. Pour Fatoumata Diallo, c'est clair, le régime Compaoré confond réfugiés et rebelles. C'est pour cela qu'on a des problèmes dans certains pays.
Marcelin ajoute que notre pays a longtemps servi de base de repli pour certains types de réfugiés qui en général sont là avec l'appui de nos dirigeants et des parrains internationaux dans le but de préparer leur ascension au pouvoir dans leurs pays respectifs. Enfin, pour Momo Ebié, quand on veut rendre service à quelqu'un, on doit le faire sans attendre quelque chose en retour. Si nous sommes un pays d'hospitalité et de fraternité, soyons-le jusqu'au bout et sans regret. Réaction des internautes. Alors, retour sur ce plateau, M. Koli, vous qui êtes le représentant du HCR au Burkina Faso, réaction par rapport justement à cette question. Est-il sage pour un pays comme le Burkina Faso d'accueillir sur son sol tout type de réfugiés? Je pense qu'on ne va pas parler de sagesse d'accueillir tout type de réfugiés, mais je crois que quand on parle d'humanitaire, c'est plus qu'une sagesse. C'est des gens désespérés. C'est des gens qui ne savent pas dans quoi ils sont et dans quelles conditions ils vont se retrouver le lendemain. Donc avoir un pays comme le Burkina, qui non seulement au respect des conventions internationales, mais aussi sa tradition d'hospitalité et de générosité, reçoit des gens requérant d'asile auxquels il a donné le statut de réfugié, moi je crois que ça dépasse l'entendement de la sagesse, c'est au-delà de la sagesse. Nous avons vu le cas avec ces réfugiés maliens qui sont venus à un moment où le Burkina vivait une crise alimentaire. Mais personne n'a entendu un rejet quelconque. Les populations ont vécu en harmonie avec les Burkinabés. Les Burkinabés ont partagé le peu qu'ils avaient avec eux. Et cette vie, cette harmonie continue jusqu'à aujourd'hui. Ça dénote l'aspect profond de l'hospitalité burkinabé. Et pour revenir au niveau du HCR, le Burkina fait partie des 2 pays africains aujourd'hui qui sont des pays qui ont accepté la réinstallation de réfugiés. D'accord. Merci d'être venu, M. Koli. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle qu'il y avait sur ce plateau de votre émission Ma vie, mes droits, M. Ibrahima Koli. Il est le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Burkina Faso. Il nous a accompagnés tout au long de ce numéro consacré aux réfugiés et notamment aux différents droits que leur confèrent donc les textes nationaux et internationaux. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas que vous pouvez toujours nous retrouver sur la web télé www.droitlibre.tv. C'est à cette adresse-là que vous pourrez visionner plus de 150 de nos vidéos. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.